Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'articulation du coude. Donc, l'articulation du coude est une structure complexe qui contient trois articulations qui sont distinctes, mais qui ont une membrane synoviale commune. Donc, nous avons l'articulation entre l'incisure trochléaire de l'ulna et la trochlée de l'humérus. OK? Incisure trochléaire de l'ulna. OK. Donc, inframucoseur. Donc, premièrement, nous avons l'articulation entre l'incisure trochléaire de l'ulna et la trochlée de l'humérus, ici. Et l'articulation entre la tête du radius et le capitulum de l'humérus. Et ces deux articulations sont impliquées dans les mouvements de flexion-extension de l'avant-bras sur le bras au niveau du coude et elles sont aussi les principales articulations du coude. La troisième articulation est l'articulation entre la tête du radius et l'incisure radiale de l'ulna. L'articulation radio-ulnaire proximale permet la pronation et la supination de l'avant-bras. Les faces articulaires de ces os, comme on le voit sur le schéma, sont recouvertes de cartilage hyalin. On retrouve donc ces différentes structures dans une radiographie du cou. La membrane synoviale s'insère sur les bords des cartilages et recouvre, on va donc bien, sur les bords des cartilages et recouvre la fosse radiale, la fossette coronoïde, la fossette polycrânienne, la face profonde de la capsule articulaire et la face médiane de la trochée. Le muscle triceps brachial s'insère sur la capsule. Il passe au-dessus de ces formations graisseuses et les déporte un peu des fosses quand les processus osseux entrent dans la fosse. Étant, on a vu les surfaces articulaires, on va voir la capsule articulaire. Et on reprend ici légèrement bleuté avec des renforts ligamentaires. La capsule articulaire recouvre la membrane synoviale, ferme à l'articulation. Elle s'étend de l'épicondyle médial au bord de l'olecrâne, au processus coronoïde et à la fosse radiale de l'humérus. Dans la région latérale du coude, le bord libre inférieur dans la région latérale du coude, le bord libre inférieur de la capsule articulaire passe autour du col du radius allant de son insertion antérieure sur le processus coronoïde jusqu'à l'arrière à la base de l'olecrane. Bon, on ne la voit pas parce que cette partie libre, elle est recouverte par le ligament articulaire du radius. La membrane fibreuse de la capsule articulaire est épaissie médialement et latéralement pour former les ligaments collatéraux. On le voit ici. Il faut se rappeler que les ligaments, ce sont des épaississements, dans ce cas-là, ce sont des épaississements de la capsule articulaire. Donc, la membrane fibreuse de la capsule articulaire est épaissie médialement et latéralement pour former les ligaments collatéraux qui contrôlent les mouvements de flexion et d'extension du coude. De plus, la face externe de l'articulation de la capsule articulaire est renforcée latéralement là
où elle coiffe la tête du radius par une forte structure ligamentaire, le ligament annulaire du radius. OK? Bien que ce ligament mêle ses fibres à celles de la capsule articulaire en plusieurs points, il en est séparé en arrière. Le ligament annulaire du radius présente aussi des fibres en continuité avec celles du ligament collatéral radial. Le ligament annulaire du radius et la capsule articulaire permettent à la tête radiale de tourner dans l'incisure radiale de l'ulna, je toujours de ça, et de pivoter en regard du capitulum durant la pronation et la supination de l'avant-bras. La face interne du ligament annulaire du radius qui s'articule avec la tête radiale est recouverte du cartilage. Bon, on ne voit pas là puisque on ne voit que la face superficielle. Une poche synoviale, qu'on appelle le récessus sacciforme, fait protrusion au bord libre inférieur de la capsule et facilite la rotation de la tête radiale lors des mouvements de la pronation et de la supination. La vascularisation du coude est assurée par un réseau artériel anastomotique, ça veut dire un tas d'artères qui vont faire comme une couronne autour du coude et chaque petite artériole va s'anastomoser, elles vont s'anastomoser, s'unir donc les unes aux autres. La vascularisation du coude est assurée par un réseau artériel anastomotique dérivé des branches collatérales et récurrentes des artères brachiales profondes, radiales et ulnaires. Le coude est innervé de manière prédominante par le nerf radial et le nerf musculo-cutané, mais on retrouve quelques rameaux issus des nerfs ulnaires et médians. Maintenant, nous allons voir les modifications de l'articulation du coude au cours de la croissance. Pourquoi c'est important? Parce que l'articulation du coude peut être lésée de multiples façons en fonction de l'âge. Quand une fracture ou une lésion des tissus mous est suspectée, il faut demander des clichés radiographiques de l'articulation du coude de face et de profil. Bon, malheureusement, on n'a pas sur ça, on n'a pas la radiographie de face. Chez l'adulte, il n'est pas difficile habituellement d'interpréter les radiographies. Mais chez l'enfant, la lecture des clichés est plus difficile. Pourquoi? Parce que lorsque le coude se développe chez l'enfant, de nombreux points d'ossification secondaire apparaissent progressivement avant et au cours de la liberté. Pardon, au cours de la puberté. Bon, OK? Donc, ici, on a l'impression qu'il y a un gros vide, mais pas un vide là. OK? Tout simplement parce que le coude, il est formé de cartilage. Or, on se rappelle bien que le cartilage n'est pas visible à la radiographie. Et au fur et à mesure, au petit point là, on va avoir une ossification de ce cartilage. Et nous, un petit point là, nous gagnons là, au niveau de la tête radiale. Là, vous avez la trochlée qui se développe un petit peu plus. OK? Là, ça que là d'avant, il développe plus. Et puis, nous, où l'écran là a commencé, et ici, là, a commencé là. OK? Donc, là, on est qui le type point de ça, type point d'ossification ça a formé. À ce moment-là, on peut avoir ce qu'on appelle l'âge osseux de la personne. Bon. Donc, lorsque le coude se développe chez l'enfant, de nombreuses pronostications secondaires apparaissent progressivement avant et au cours de la puberté. Il est facile d'interpréter ceci à tort, ou par contre, le principe ça, comme des fractures. De plus, il est possible que les épiphyses et les apophyses soient arrachées ou fracturées. Lorsque apophysio arrachée ou bien épiphysio, on appelle ça des avulsions. Pour l'interprétation d'une radiologie du coude chez un enfant, le radiologue doit connaître son âge osseux. La fusion des doigts et l'ossification se produit autour de la puberté. Une connaissance correcte de l'apparition de ces épiphyses et des apophyses et de leur relation avec les os permet un diagnostic sur l'âge moyen de l'apparition
des points d'ossification secondaires au niveau de l'articulation du coude est le capitulum. Un an, bon, on ne peut pas bien le voir, je suppose que c'est ça, parce qu'en fait, quand le capitulum se voit sur une vue de face. Ensuite, vous avez la tête radiale à 5 ans, OK? Ici, la tête radiale. L'épicondyle médial à 5 ans, qu'on ne peut pas voir sur une vue de profil. La trochlée à 11 ans. L'olécrane à 12 ans, tandis que l'épicondyle latéral à 13 ans qu'on ne peut pas voir sur un cliché de face. Ensuite, c'est une zone de faiblesse, puisque on a vu que le coude est formé de cartilage. C'est donc une zone de faiblesse, et cette zone de faiblesse peut être sujette à des fractures. OK? Donc, ici, tout gain fracture caille Simone, là, où gain fracture caille Gramon. Donc, les traumatismes du coude chez l'enfant peuvent entraîner des fractures transverses de la métaphyse de l'humérus au-dessus des épicondyles. Ça fait que après ça, fracture supracondylienne. Le fragment distal et ses tissus mous adjacents sont attirés en arrière par le triceps. OK? Ce déplacement postérieur va tendre l'artère brachiale, ici, sur le moyen osseux proximal irrégulier avec, on le voit ici, avec un risque de compression ou bien de lésion de l'artère. Il s'agit d'une fracture grave chez les enfants. Les muscles du compartiment antérieur de l'avant-bras peuvent subir une ischémie. On avait vu ça avec le membre inférieur, avec œdème, et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Loge. Ces lésions peuvent entraîner donc une réduction importante de la fonction des muscles et on peut avoir la complication du syndrome de Loge, qui est le syndrome de Volkmann. Là, nous avons des radiographies qui nous montrent les différents types de fractures supracondyliennes. Vous devez pouvoir et reconnaître ces fractures supracondyliennes. Je ne vais pas vous demander la classification, mais vous devez pouvoir les reconnaître sur un cliché. On continue avec les fractures de la tête du radius. La fracture de la tête du radius, c'est une lésion fréquente qui peut entraîner des complications fonctionnelles importantes. C'est une lésion typique qui arrive lorsque vous tombez et puis vous essayez paresseusement avec le talon de la main. OK? À ce moment-là, c'est une fracture incomplète, mais radiusante va frapper sur le capitulum. Et comme capitulum, là, pi fort, pi gros nec, peut-être radial là, automatiquement, on peut avoir une fracture de la tête radiale. OK? Bon, qu'à réparer comme hypothèse, malheureusement, ça n'est pas possible en Haïti. Donc, ça, bon, moi, dans le livre, il y a pas, ouais, j'aime réellement dans ma pratique médicale, une section de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, il doit un cas typique, post-typique de blessure et le coup de poing à travers une vitre de fenêtre. Comme vous voyez, ce n'est pas quelque chose que l'on fait souvent, hein, où on vite et pour voir le ballon coup de poing là. Mais comme tous les deux artères, on verra avec la main, yo ka elles irriguent la main, donc on peut très bien ligaturer une artère et l'autre artère là à permettre que main gagne ça. Ensuite, autre cas clinique que nous avons, c'est la pronation douloureuse qui vient arriver lorsque vous râlez pour un petit monde. Par exemple, le petit monde va tomber puis hop, vous râlez pour un petit. À ce moment-là, OK, vous allez avoir une subluxation de la tête radiale. OK? C'est une lésion extrêmement douloureuse, mais vous pouvez remettre facilement zo à la tête li. OK? On y fait une supination et vous poussez tête radiale. Sorti un petit clou et puis retourner la place. OK? Et l'enfant reprend une activité normale. Le plus souvent, la personne qui va faire la réduction, c'est le radiologue, parce que globalement, on radiographie de face et de profil, et lorsque le va faire de face, il va justement mettre bon, la supination. Donc, lorsque l'enfant vous arrive, vous ne pouvez même pas avoir la supination parce que le radiologue, sans le vouloir, heureusement quand même, a remis ça en place. Autre cas clinique,
que nous avons, c'est le fameux coude du tennisman, le coude du golfeur. Donc, on va aller rapidement à la donne parce que il n'y a pas tellement de tennismen et encore moins de golfeurs en Haïti. Bon, songez que hyperactivité, ça fait que mon akagon est un problème au niveau des extenseurs, dans des extenseurs ou des fléchisseurs qui se rattachent au niveau des épicondyles. OK? Donc, ça va les épicondylites. OK? On peut avoir une lésion du nerf ulnaire, bon, on va l'agrandir un petit peu, mais moi, petit schéma ça, donc, lui montrer, d'un côté, tu as le nerf ulnaire qui est comprimé, ok, on vous montre ça, si, non, ok, donc, c'est comprimé, et de l'autre côté, vous avez la réparation, donc on va aller ouvrir, on fait une incision cutanée, on va aller ouvrir le coude pour libérer le nerf et ainsi faire disparaître la douleur. Le seul problème qui vient de gagner, c'est que lorsque vous avez sectionné ce ligament-là, eh bien, votre nerf se trouve sous-cutané, ok, et n'importe qui côté qu'il, au cas où on douleur. Une structure, on va finir par une structure anatomique particulière, c'est le pli du coude. Le pli du coude, c'est une structure triangulaire, ok, à sommet inférieur et à base supérieure. La base est déterminée par une ligne virtuelle qui va relier les deux épicondyles, ok? Maintenant, cette dépression triangulaire, nous avons le muscle brachio-radial qui va s'insérer sur la crête supra-épicondylaire latérale de l'humérus. Pourquoi ça veut dire supra-épicondylaire latéral de l'humérus? Parce que le brachio-radial est le muscle de l'avant-bras qui s'insère le plus haut au niveau du bras. Donc, au-dessus de l'épicondyle, toute le job va l'insérer sur l'épicondyle. Ensuite, de l'autre côté, vous avez le muscle pronateur qui va s'insérer sur l'épicondyle médial. Donc, la base, comme je te disais, la base est une ligne imaginaire de l'épicondyle médial à l'épicondyle latéral. Et le plancher, donc ça fond de ce triangle est formé par le muscle brachial. Je vous montre ici. Côté dérivé, formé par le muscle brachial. Bon, il y a qui s'est passé dans la région ça? Vous avez le tendon du biceps brachial, vous avez l'artère brachiale et le nerf médian. Maintenant, au niveau de l'apex, ici, au niveau de l'apex du triangle, l'artère brachiale bifurque. Ça fait deux bords. Pour donner l'artère qui est du côté de l'ulna, sera donc l'artère ulnaire, et l'artère qui est du côté du radius, ce sera l'artère radiale. Mais cette bifurcation peut se situer plus haut. On est qu'à l'anatomie, c'est pas coulé dans du béton, donc des mounes, ça peut être beaucoup plus. OK? Cette artère brachiale va servir justement quand on veut chercher la pression artérielle. OK? Mais à côté et en dedans, on va retrouver le nerf médian, OK? Et qui sont recouverts et protégés à ce niveau par la ponévrose bicipitale. C'est quoi la ponévrose bicipitale? C'est une bande de tissu conjonctif qui va du bord médial du tendon du biceps, et puis là, comme ça, OK? Au fascia profond de l'avant-bras. Le côté médial de la ponévrose bicipitale peut être palpé. Ça veut dire dans les blancs, même pas jamais si palpé. Bon. Le nerf radial, maintenant, est situé de l'autre côté, juste sous le muscle brachio-radial qui forme la limite latérale du pli du coude. Depuis du coude, à ce niveau, le nerf radial va se diviser en deux rameaux, un superficiel et un profond. Le rameau superficiel continue dans l'avant-bras sous le muscle brachio-radial et va donner donc l'innervation sensitive, tandis que le rameau profond passe
entre les deux chefs qui ont montré ici, un chef superficiel et un chef profond, entre les deux chefs du muscle supinateur pour rejoindre le compartiment postérieur et donner l'innervation motrice des muscles de l'avant-bras. Donc, le nerf ulnaire, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il va passer en arrière dans le canal du nerf ulnaire. OK? Ensuite, vous avez au-dessus la peau qui va former le toit. OK? Donc, la plus importante structure du toit du puits du coude, c'est la veine, justement, médiale, basilique. OK? Qui unit les veines céphaliques sur le bord latéral du bras et la veine basilique ici sur le bord médial. Bien, bon, ces artères, ce sont celles-ci, comme on dit, ces veines, elles sont surtout utilisées pour mettre des solutés et ceci va représenter la deuxième partie pratique que l'on va faire à la faculté. Voilà, c'était tout. OK, je vous dis donc au revoir et à la prochaine.